qui suit est un long extrait d'une de mes vidéos de ma formation complète CRR Malin. Bon visionnage. Dans ce module 4, on va voir les autres sous-systèmes du SMDSM. Alors, quels sont les autres sous-systèmes du SMDSM? D'abord, un petit rappel, les sous-systèmes, ce sont les différents équipements qui sont utilisés pour communiquer et répondre aux fameuses 9 fonctions du SMDSM. Donc, on a déjà vu en fait la VHF ou la VHF ASN, c'est un sous-système. Et donc, il nous reste à voir plusieurs équipements, notamment la balise EPIRB, donc qu'on appelle RLS en français. Et on verra, je vous ai mis là entre parenthèses, balise PLB, c'est une petite variante, on va dire, de la balise EPIRB. Ensuite, le NAVTEX. Donc là, vous voyez que la balise EPIRB, le NAVTEX, ils sont réglementairement agréés par le SMDSM. On va voir ensuite l'AIS, qui n'est pas forcément SMDSM, bien que obligatoire sur les navires professionnels. La balise MOB AIS, qui n'est pas SMDSM non plus. La balise AIS SART, qui est reconnue par le SMDSM. Et le SART, qui est également reconnu par le SMDSM. Et donc, ce qui n'est pas au programme du CRR, on en a déjà un petit peu parlé, c'est les radios MF et HF qui sont reconnus par le SMDSM. Et puis le système Inmarsat, donc le système de communication par satellite, reconnu également par le SMDSM. Alors, on commence par la balise EPIRB, donc qui est obligatoire en plaisance si vous naviguez à plus de 60 000 d'un abri. Alors, c'est quoi l'EPIRB? EPIRB, ça veut dire Emergency Positioning Indicating Radio Beacon. Donc ça ressemble plutôt à ça, il y a différents modèles, différentes formes, mais ça ressemble souvent à ça. L'équivalent en français, c'est la RLS. RLS, ça veut dire Radio Balise de localisation des sinistres. Et cette balise, une fois qu'elle est déclenchée, elle va transmettre au secours via des satellites un signal de détresse, le MMSI du navire, et la position. Donc on sait que vous êtes en détresse, on sait qui vous êtes et on sait où vous êtes. L'avantage énorme de cette balise, c'est qu'elle fonctionne absolument partout sur la planète, que ce soit en mer, même sur Terre, au pôle Nord, au pôle Sud, ça marche absolument partout. Par contre, l'inconvénient, c'est que on n'a pas de communication directe possible avec les secours. On envoie juste une alerte et on ne peut pas communiquer avec les secours. Alors pour déclencher une balise comme ça, il y a toujours 2 manipulations à faire par sécurité. Donc vous avez généralement un capot ou quelque chose à arracher et puis un bouton en dessous avec généralement une pression un petit peu longue. C'est un peu le même principe que le bouton distress de la VHF ASN. Et donc je vous rappelle, les navires de plaisance de moins de 24 mètres qui naviguent à plus de 60 000 d'un abri doivent obligatoirement emporter une EPIRB. Alors, le fonctionnement de l'EPIRB, il faut savoir qu'il y a 2 types d'EPIRB. Il y a ce qu'on appelle la balise de survie portable. Bon, les deux sont portables, mais elles s'appellent comme ça. Balise de survie portable. Elle va être à déclenchement manuel. Et vous avez la balise de pont qui, elle, va être logée dans un coffret avec un largueur hydrostatique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la balise, donc, elle est dans un coffret qui est normalement fermé. Là, le coffret est ouvert pour voir à l'intérieur. Et dans ce coffret, vous avez ici un largueur hydrostatique qui permet d'ouvrir le coffret quand le coffret est immergé dans l'eau entre 1,5 et 4 mètres de profondeur. Donc ça va permettre de pouvoir déclencher la balise de manière automatique si votre navire coule. Donc le navire coule, le coffret coule avec puisqu'il est installé sur le pont extérieur du navire, fixé. Le largueur hydrostatique va, avec la pression de l'eau, ouvrir le coffret et la balise qui est flottante va se dégager du coffret, remonter à la surface et se déclencher automatiquement au contact de l'eau. Donc les caractéristiques, quel que soit le type de l'EPIRB, l'EPIRB elle fonctionne avec une fréquence de 406 MHz, donc ça c'est pour la localisation satellite, donc c'est vraiment sa fréquence principale. Mais vous avez aussi une fréquence de 121,5 MHz qui sert à ce qu'on appelle le radio-ralliement par les aéronefs. Donc un hélicoptère de secours par exemple pourra avec la fréquence 121,5 vous repérer
puisque sinon le signal part par des satellites, et puis on va voir où il arrive après, mais c'est intéressant que les aéronefs ou même des navires de la SNSM ou des navires de sauvetage puissent vous repérer en radio-ralliement. Les modèles récents, ils sont équipés d'un GPS pour avoir une position précise de votre détresse. Avant, quand il n'y avait pas de GPS, le système avait des moyens techniques pour vous repérer, mais la position n'était vraiment pas précise et pas rapide non plus. Il fallait du temps pour vous localiser. Et ces EPIRB, elles sont aussi parfois maintenant équipées d'un système AIS. Donc on reparlera de l'AIS un petit peu plus tard. L'autonomie minimale réglementaire, c'est 48 heures. L'étanchéité minimale réglementaire, c'est 10 mètres de profondeur. Et c'est forcément une balise de couleur jaune ou orange avec un flash lumineux pour se faire repérer visuellement, notamment la nuit, si vous êtes dans un radeau de sauvetage par exemple. Alors, la transmission de l'alerte, donc une fois que vous avez déclenché votre balise de détresse, ça va donc envoyer, donc la balise de détresse elle est ici sur ce schéma, EPIRB ou RLS. Donc là ça va envoyer une détresse par la fréquence 406 MHz au système satellitaire Cospas-Sarsat, qui lui va renvoyer à une station au sol qu'on va appeler une LUT. Donc c'est le LUT c'est Local User Terminal. Et ce LUT va transférer l'alerte au centre de contrôle de mission, donc ce qu'on appelle le MCC, donc en anglais Mission Control Center. Et le MCC, il envoie l'info au MRCC, donc le Maritime Rescue Coordination Center, l'équivalent donc le CROSS en France. Et pour la France, une fois que l'alerte a été envoyée, le satellite envoie à la LUT, et la LUT envoie au FMCC, donc F pour France, qui est situé à Toulouse. Et le FMCC français va relayer l'alerte au CROSS compétent. Donc pour la métropole, c'est le CROSS Greenet. Donc quand je vous parle de la métropole, c'est les navires qui sont enregistrés en métropole. Quelle que soit la position du navire sur Terre, un navire qui est enregistré en métropole, ça va passer par le FMCC Toulouse et ça va passer par le CROSS Greenet, même si vous êtes à l'autre bout du monde. Et après, le CROSS Greenet va se mettre en relation avec le MRCC compétent de la zone dans laquelle vous êtes. L'enregistrement et le codage de la balise EPIRB, il va se faire avec un code hexadécimal, on en a déjà parlé. Ce code hexadécimal, il a 15 chiffres, 15 caractères plutôt. C'est des lettres et des chiffres, de manière un peu aléatoire. Donc c'est l'installateur ou le revendeur qui va vous programmer l'EPIRB. Et il va vous programmer cet EPIRB en fonction du MMSI. Il va lier en fait dans la programmation le numéro MMSI du navire selon des normes Cospas-Sarsat. Et ce code, il est à la fois affiché sur la balise et sur la fiche de codage. Donc vous avez un document qui va avec votre balise et il doit évidemment être déclaré à la NFR pour que votre balise figure sur la licence radio avec le code hexadécimal qui est sur la licence radio également. Je vais vous le remontrer juste après. Alors là par exemple vous avez une balise prise en gros plan et donc quelque part sur la balise vous avez le nom du navire qui est indiqué, le numéro MMSI du navire en question, vous avez une date de contrôle, donc ça c'est pas forcément toujours le cas si vous n'êtes pas sur un navire professionnel, et puis ici vous avez important la date de changement des piles, puisque l'entretien sur une balise comme ça il est très très succinct. C'est principalement faire attention à la date de péremption. Alors des piles c'est une batterie en fait, et donc cette batterie va falloir la faire changer, ça coûte assez cher d'ailleurs, mais c'est vraiment ça auquel il faut faire attention. Le numéro de série de la balise, pas très important pour nous, et le fameux code hexadécimal ici à 15 caractères. En cas de détresse, ce code qui est lié au MMSI, il va évidemment permettre d'identifier rapidement votre navire. Alors il y a des options possibles sur une EPIRB. Il y a une option principalement possible, c'est la fonction RLS. Alors là, attention, tenez-vous bien. Donc RLS, ça ne veut pas dire radio balise de localisation des sinistres.
RLS ici, c'est de l'anglais et ça veut dire Return Link System. Donc c'est tout simplement un système de lien de retour, si on traduit ça mot à mot en français. Donc c'est tout simplement un voyant lumineux qui est sur votre balise, qui va confirmer que l'alerte a bien été reçue par un centre de coordination de sauvetage. Donc vous allez avoir un voyant lumineux pour dire ok, c'est bon, on vous a reçu. Donc c'est plutôt rassurant quand vous êtes naufragé. Et donc il ne faut surtout pas confondre le RLS, donc un sigle qui veut dire quelque chose en anglais, hein, Return Link System, avec RLS qu'on a déjà vu, qui veut dire aussi radiobalise de localisation des sinistres et qui désigne l'IPIRB. Okay, donc là, attention, hein, c'est un peu confusant. Il y a deux RLS, un qui veut dire un truc en français et puis un autre sigle qui veut dire un truc en anglais. D'accord ? Donc je vais vous montrer sur la licence, hein, on revoit un petit détail là-dessus. Et ces balises qui ont le Return Link System, elles disposent aussi d'un AIS. Donc du coup, elles ont un ID AIS, donc un identifiant AIS. Et cet identifiant AIS, il va forcément commencer par 974. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, l'identifiant AIS, c'est un identifiant à 9 chiffres, mais qu'il ne faut pas confondre avec le MMSI qui est aussi à 9 chiffres. Le MMSI qui lui commence par le MID pour repérer de quelle nationalité est le navire. Là, l'ID AIS d'une balise IPIRB, il va commencer forcément par 974 et donc il va permettre de pouvoir localiser la balise via AIS en plus du signal GPS qui a été envoyé par satellite. Alors voilà la licence à nouveau. Donc là, vous voyez qu'on a ici la balise IPIRB. Et vous voyez, je vous en avais dit deux mots hein, sans vous dire à quoi ça correspondait. Là, c'est marqué balise IPIRB sans RLS. Donc là, ça veut dire que c'est une balise de détresse IPIRB qu'on pourrait appeler RLS. Mais cette balise de détresse, elle n'a pas la fonctionnalité RLS, donc elle n'a pas la fonctionnalité Return Link System. Et donc, si on regarde un petit peu plus en détail ici sur la partie référence et numéro d'identification, vous voyez qu'ici on a le code hexadécimal de la balise. Et comme cette balise n'est pas Return Link System, elle n'a pas d'AIS et donc elle n'a pas d'ID AIS. Mais si elle l'était, il y aurait un ID AIS en plus du code hexadécimal, comme je vous ai déjà montré sur les mobs ici, hein, avec un ID AIS ici. Si vous souhaitez continuer avec moi votre préparation au CRR, vous pouvez rejoindre la formation donc CRR Malin, le lien est en dessous de la vidéo en description. Mais avant ça, je vous propose de télécharger mon pack gratuit CRR dans lequel vous trouverez la procédure d'inscription à l'examen avec les liens utiles et quelques conseils pour bien vous préparer, mais surtout la vidéo d'un QCM blanc du CRR pour pouvoir vous tester et savoir à quoi vous attendre à l'examen. Et je vous donne évidemment toutes les réponses détaillées à ce QCM. Le lien est en description également, c'est le premier lien en description sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bon vent.